Entretien entre économistes, Robert-Jacques Turgot, Adam Smith, Léon Walras, Alfred Marshall, sur le thème des théories de la valeur. Robert Anne-Jacques Turgot, économiste français, affilié au courant physiocrate. L'ensemble de mes réflexions quant à la théorie de la valeur peut se décliner chronologiquement sur 3 périodes. Dans un premier temps, au travers de mon œuvre Réflexions, publiée en 1766, j'envisage l'échange de 2 biens entre 2 personnes. Ainsi, les 2 agents, chacun déjà doté d'un certain attachement pour la denrée qu'il donne et d'un désir pour la denrée qu'il veut acquérir, va conclure en offrant plus et en se contentant de moins en fonction de la tournure de l'échange. À travers ce mécanisme d'offre et de demande, j'étudie l'équilibre du marché, c'est-à-dire l'ensemble des transactions portant sur ces 2 biens qui aboutit à une valeur d'échange, le prix courant. Il est à noter que dans cette notion de la théorie de la valeur, je n'aborderai pas le principe des coûts de production. La deuxième étape de ma réflexion est basée historiquement sur ma correspondance avec Hume et sur mon travail, l'impôt direct, observation sur les mémoires récompensés par la Société d'agriculture de Limoges, publié en 1767. Cette nouvelle théorie pourra s'apparenter plus tard à celle retenue par Smith dans son œuvre La richesse des nations. Je distingue ici 2 sortes de valeurs, la valeur fondamentale et la valeur vénale. La valeur fondamentale est ce que la chose coûte à celui qui la vend, c'est-à-dire les frais de matières premières, intérêt des avances, salaire du travail et de l'industrie. La valeur vénale est le prix dont l'acheteur convient avec le vendeur. La valeur fondamentale est assez fixe et change beaucoup moins que la valeur vénale. Celle-ci ne se règle que sur le rapport de l'offre à la demande. Elle n'a pas une proportion nécessaire avec la valeur fondamentale parce qu'elle dépend immédiatement d'un principe tout différent, mais elle tend continuellement à s'en rapprocher et ne peut guère s'en éloigner d'une manière permanente. Smith, économiste et philosophe britannique, je consacre une partie de mes nombreux travaux sur la valeur, notamment dans mon ouvrage Richesse des nations. Au sein de cet ouvrage, j'avance la théorie des coûts de production, qui est une théorie de long terme expliquant l'origine de la valeur. La valeur tend au coût de production, étant donné que, à long terme, on observe une libre entrée des producteurs sur le marché, ce qui donne lieu à une augmentation de l'offre et donc un ajustement des prix. C'est grâce à ce mécanisme de concurrence que la valeur d'un bien tend vers les coûts de production de celui-ci. Comme vous l'avez compris, tout comme Turgot, je différencie 2 types de valeurs. Quelquefois, elles dépendent de l'utilité d'un objet, d'autres fois, elles s'expliquent par la faculté que donne la possession de cet objet à acheter d'autres marchandises. J'utilise d'ailleurs le paradoxe de l'eau et des diamants, discuté par les physiocrates, je cite mon livre, « Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur en usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une grande quantité de marchandises. » J'étudie notamment ce que l'on pourrait qualifier d'un début de la théorie de la valeur-travail, puisque l'on peut fixer la valeur, le prix réel de chaque chose, à ce que coûte à l'individu qui veut se procurer ce bien. C'est le travail et la peine qu'il doit s'imposer pour obtenir le bien. Au sein de la théorie de la valeur-travail, je distingue 2 économies. Une première économie, très simplifiée, où seul le travail compte, à savoir il n'y a pas de capital. Au sein de cette économie, seuls les coûts du travail influent finalement sur la valeur. Par contre, dans une économie plus évoluée, la valeur sera déterminée par les autres facteurs de production, la terre, le capital, le tout en plus du coût du travail. Je rajouterai que je suis partagé, je ne pense pas que le travail est la seule explication de la valeur, mais un étalon de la valeur. La monnaie ne peut être considérée comme un étalon fiable du fait de ses variations trop fréquentes. Léon Walras, économiste français du XIXe siècle. L'objet de ma théorie implique la valeur d'échange et les prix pratiqués sur les marchés. Le plus gros problème auquel j'ai été confronté est de prendre en compte l'interdépendance des différents marchés réels. Mon étude comprend un prix relatif qui correspond au nombre de marchandises B qu'il faut céder pour obtenir une unité de bien A. Dans mon analyse, je considère une concurrence pure et parfaite afin qu'aucun agent économique n'ait d'influence sur les prix relatifs ou sur les valeurs. Enfin, c'est ce qui m'a amené vers un prix d'équilibre qui montre une égalité entre l'offre et la demande. C'est ainsi que j'en ai conclu la loi qui porte mon nom, qui dit que si un des 2 marchés est à l'équilibre, le deuxième l'est aussi. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai dû utiliser un processus de tâtonnement pour expliquer la convergence de l'économie vers l'équilibre. Par la suite, mon travail se porte donc vers une notion de rareté, puis par une utilité effective de la valeur qui correspond à la somme totale des besoins satisfaits en extension et en intensité. Alfred Marshall, à l'origine de la théorie de l'équilibre partiel. Par rapport à toi, Walras, dans mes différents travaux sur les théories de la valeur, je recherche davantage un modèle théorique qui s'applique à un champ d'application général. Je ne peux donc me satisfaire de lois qui s'appliquent strictement à des exceptions ou à des cas particuliers.
Pour cela, j'ai alors repris les théories marginalistes et néoclassiques de mes pairs, pour ensuite défendre l'idée d'un équilibre partiel et non général comme tu as pu le faire. Mon analyse me semble alors plus empirique et précise, tout en sachant que lorsqu'un marché est équilibré, selon moi, on ne trouve pas forcément l'équilibre dans les autres marchés. La rencontre entre l'offre et la demande sur un marché permet donc de déterminer le prix d'équilibre et ainsi la valeur du bien échangé. De plus, la demande de biens existe puisqu'on recherche une satisfaction. La notion d'utilité est donc primordiale dans mes travaux. Je développe ainsi et aussi le principe d'utilité et de demande décroissante, où plus la quantité achetée est importante, plus la dernière unité de bien procure un sentiment d'utilité faible. De plus, par rapport à toi Valras, je me projette davantage dans une approche temporelle où 4 facteurs de production, terre, travail, capital et organisation, constituent le coût que doit payer le producteur. Ce coût varie alors selon les périodes, à savoir la période de marché, où l'ajustement se fait par les prix, la courte période et la longue période, où toutes les adaptations sont possibles, ce qui peut davantage s'assimiler aux études de Turgot ici présents. Dans cet exemple aussi, mon analyse me semble ainsi plus précise. Alors bien sûr, vous pouvez légitimement penser et dire que ma théorie peut être qualifiée de théorie unificatrice. Alors en effet, on peut la qualifier de théorie unificatrice dans la mesure où elle concilie la théorie classique de la valeur, d'un côté fondée sur le coût de production, et d'un autre côté sur l'utilité. Voici donc mon analyse sur la théorie de la valeur, qui peut, comme nous le voyons ici avec vous, Turgot, Smith et Walras, se rapprocher ou être en totale opposition à vos travaux.